Donc on va voir une deuxième technique en fait pour feinter le système. Là on va le mettre sur false et vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hop. Alors là je dois avoir une extension qui bloque. Pourquoi? Parce que en théorie c'est censé ramener l'adresse IP. Windows.location.hostname c'est censé afficher l'adresse IP. Mais ça doit être bloqué quelque part. Pourtant j'ai bien désactivé le filtre. Donc à voir. Mais ça nous permet de capter notre flag qui est ici. Donc maintenant, on va voir les stores XSS rapidement et on va créer un compte. Ça a le temps, ça a le temps. Donc là, je suis connecté. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me déconnecter, il me dit bonjour, il me dit qu'on aime bien enregistrer. Ah, on peut ajouter un commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, vous voyez qu'on peut laisser des commentaires. Comme je vous le disais, c'est un peu plus simple. Vous avez l'habitude au quotidien d'utiliser les commentaires, hein. Je peux laisser un commentaire. Donc là, il n'y a pas de souci. En entrée, ça prend quoi? Des chaînes de caractères, ce sont les commentaires des utilisateurs et ça les affiche ensuite sur la page. Donc rien de bien méchant. Par contre, je peux, encore une fois, si le script est mal configuré, là, je peux voler la session de l'utilisateur. Je fais un script Java, alerte, donc j'affiche. Et là, on va utiliser des classes qui sont propres euh, à, à JavaScript, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de récupérer tout simplement eh ben, le cookie de la page de l'utilisateur. Donc mon cookie, pour rappel, il est storé, j'ai Cookie Manager, j'ai un cookie qui est présent ici. En effet, je me suis connecté en tant que saltimbanque. Qui dit saltimbanque dit système d'authentification. Qui dit système d'authentification dit cookie d'authentification. C'est aussi simple que ça, ce qu'on appelle aussi un token. Donc là, je fais quoi? Bah, fin de l'instruction, point virgule, n'oubliez pas, et je termine le balisage de mon JavaScript. Je lui dis, tu sors. Là, ça nous donne quoi concrètement? Eh ben, si je l'exécute, on voit que, donc imaginez un hacker qui l'exécute à l'insu de son plein gré sur une victime, eh ben, il récupère le cookie de session. Ce cookie de session va pouvoir être utilisé ensuite, soit en paramètres, soit via Burp Suite, via une attaque de l'homme du milieu dans le browser, dans le navigateur web. Et si je dis pas de bêtises, donc ça commence par $3 à 3, pardon, voilà. Vous voyez bien que mon JavaScript m'a volé la valeur de mon cookie. Le cookie de connexion s'appelait connect.seed et bah, il est là. Donc heureusement il est chiffré, mais le problème c'est que le hacker a pas besoin de casser le hash, le chiffrement de la fonction de hachage, puisque il peut tout à fait se connecter à la place de l'utilisateur, usurper son identité en donnant directement la valeur du hash. Et ça fonctionnera. C'est ce qu'on appelle du cookie forgery. On va forger de faux cookies pour usurper l'identité de quelqu'un sur des réseaux sociaux, sur le site d'une banque, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est vraiment très simple, hein, mais c'est pour que vous compreniez toutes les techniques sous-jacentes et bah, le concept. On passe de la théorie à la pratique. Donc là, en théorie, s'il était gentil, bah, il me donne un cookie, il me donne, pardon, un flag que j'ai utilisé là la dernière fois. Ça, c'est le flag, si jamais vous voulez faire l'exercice. Et mais cette fois-ci, on va ouvrir une boîte d'alerte
sur la page de documents. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, on passe à celle-là parce que ça c'est ce qu'on vient de faire. On va remplacer XSS Playground par je suis un cas en ajoutant un commentaire et en utilisant le JavaScript. Donc on verra ce concept rapidement, mais ce que vous devez savoir, c'est que le DOM, en fait, il peut être modifié par du JavaScript en temps réel, en fait. Le DOM, c'est quoi? On va voir rapidement. Allez sur le site de W3School, vous verrez, c'est plutôt bien expliqué. On va voir vraiment les bases et voir un petit peu ce que le DOM. Donc, quand même, que vous ayez quelques notions sans rentrer, mais bon, d'où l'intérêt après d'apprendre le HTML, le JavaScript et j'en passe et des meilleurs. Mais lorsqu'une page web est chargée, le navigateur crée un document object model qu'on appelle DOM, abréviation. Donc le modèle DOM est construit via une arborescence d'objets. On a le document, on a tous les éléments racines, ce qu'on appelle le root element. Donc vous voyez les balises, là c'est une balise HTML. Et dans la balise HTML, on a des éléments enfants. Les éléments enfants sont rattachés à l'élément racine. On a l'élément, là on a le header, le head, en haut. On a le body, c'est tout ce qui est le corps. Le corps peut être composé de différents éléments, A1, H1, donc ça c'est en programmation HTML, avec du texte, avec une chaîne de caractères, un autre texte avec le titre de mon header, des attributs href qui vont pointer par exemple vers des ressources externes, les fameuses SRC. En effet, si je veux afficher de la pub ou une image dans mon navigateur, le meilleur exemple, c'est, vous voyez cette image, elle est intégrée dans le body du code HTML. Si je regarde le code source, on va le voir, ça va pointer vers une href. C'est la référence de l'élément en fait. Et c'est comme ça que fonctionne le balisage et l'intégration via le DOM d'une page HTML. Donc, voyons le code source. Donc là, je sais pas pourquoi me le mettre comme ça, c'est toujours galère. Bon, il est séquentiel. En principe, c'est l'une après les autres. Mais là, c'est en une ligne, c'est du one-liner. Mais on va trouver le href, on va le chercher. Là, il n'y en a pas. Alors, on va inspecter l'élément plutôt. Voilà, il y a quelque chose de plus présentable. Et si je vais pointer vers mon... je sais pas où il est. C'est un peu... Pourquoi il ne le cherche pas? On va essayer de le trouver. Voilà, là, c'est le meilleur exemple. Donc, c'est pas tout à fait un href. Est-ce qu'il y a un href là? Là, c'est le meilleur exemple. On a quoi? On a la bannière. La bannière, elle est tout en haut. Voilà, c'est W3School, le plus grand site de développeurs web au monde. Ok? Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben déjà, dans le balisage, on dit que c'est un lien relationnel vers une icône. En effet, je peux cliquer là-dessus pour arriver à la racine et on voit qu'il nous l'affiche. C'est www3school. Là, regardez bien, hop, www3school.com. On va sur le nom de domaine, ça nous redirige automatiquement. Et on a un href avec le favicon ICO. Et le favicon ICO, comme vous le savez, c'est tout ce qui gère les bannières en fait sur un site web. C'est le premier fichier qui est chargé. Eh ben, le href permet de définir en fait l'élément. Et je vous parlais de mon image, c'est pas une href, mais il y a une SRC. C'est, alors je vais dézoomer, on va la retrouver. Par exemple, voilà. Donc là, vous voyez que ça charge bien mon image qui s'appelle picture html tree.gif. On voit bien que c'est mis en place. Là, on a toujours une description alternative pour les non-voyants ou les personnes qui ont des problèmes à lire, des déficiences. Là, ça met alt, c'est toujours la description alternative de l'image. L'image s'appelle pic underscore html tree.gif et la description alternative, c'est en gros l'arbre
DOM HTML. En effet, quand on va dessus, c'est bien ce que ça charge. Ça nous montre l'arbre relationnel DOM. Et ensuite, si on se déplace un peu, donc on voit le fameux SRT. SRT égale deux points, bah, ça, la source. Donc la source, elle est quoi? Bah, elle est sur le serveur. Il y a une image GIF au niveau de son arborescence qui doit être peut-être dans Asset, peut-être dans Image, on ne sait pas, à nous de chercher. Mais on voit que SRC, ça fait pointer vers la source, la destination. Et après, on peut mettre style, jouer H3, H2, sur la grosseur des euh, des chapitres, des lignes, et j'en passe et des meilleurs. Et vous voyez que ça fonctionne comment? C'est des systèmes de briques en fait, hein. Là, moi, je me balade, je vous montre le layout, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le border. Ensuite, on a notre padding, et en fait, ça va nous permettre de placer les éléments à certains endroits de la page, avec des boutons cliquables ou pas. Et à chaque fois, chaque élément eh ben, aura une valeur, aura différents éléments qui seront hérités ou non de l'élément racine. L'élément racine, on en revient à ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est un peu le maître, et après on a les esclaves. Tout cela sont reliés à l'élément racine. Ça, c'est les éléments parents, enfants, pardon. Donc le modèle objet JavaScript rapidement, c'est quoi? On obtient donc toute la puissance dont on a besoin pour créer du HTML dynamique. En effet, avant, il aurait fallu modifier les éléments racines et parents de la page pour pouvoir modifier à l'envie. Et qu'est-ce que nous permet le JavaScript? Il nous permet d'occulter, de camoufler, de cacher certaines parties du texte, de faire des effets graphiques. Tout ça, c'est grâce au JavaScript qui modifie en temps réel les éléments de la page, les attributs HTML de la page, les styles CSS, donc le CSS Cascade Sheet, Style Sheet qui permet de faire tout ce qui est mise en page classique, j'ai envie de dire. Vous avez ces couleurs, vous avez une belle intégration, vous avez là c'est un petit peu plus sombre, vous avez les polices, on voit que mon curseur quand je passe dessus il devient en gris. Tous ces effets, c'est géré par du JavaScript et les styles CSS en fait. Le JavaScript peut également supprimer des éléments et attribuer d'autres éléments existants, peut ajouter de nouveaux éléments, des attributs HTML, peut réagir à tous les éléments HTML existants de la page, et peut créer de nouveaux éléments HTML dans la page. Donc on voit qu'on peut changer le contenu des éléments HTML, changer le style des éléments HTML, réagir aux événements HTML DOM, et ajouter ou supprimer des éléments. Donc le DOM, c'est quoi? C'est un standard pour accéder aux documents. Ça fait partie du consortium World Wide Web Consortium, ce qu'on appelle le V3C, et qui standardise en fait les langages de programmation et Internet. Et donc le modèle d'objet du document DOM est une plateforme et une interface indépendante du langage qui permet au programme et au script d'accéder et de mettre à jour de manière dynamique le contenu, la structure, le style d'un document. On a trois composantes. Le core DOM, c'est le cœur, c'est le modèle standard pour tous les types des documents. On a le XML DOM, donc standard pour les documents XML, et on a le HTML DOM, c'est le standard pour les documents HTML. Donc, ce qu'il faut retenir brièvement, c'est que le DOM, c'est un modèle d'objet standard. On commence à parler programmation, donc on parle d'objet parce que c'est de la programmation orientée, objet, et une interface de programmation. On a les éléments HTML qui sont des objets. On a vu nos objets. Tout ça, c'est des objets. Là, on a l'objet parent, les objets enfants, avec différents éléments, du texte, et j'en passe et des meilleurs. On a les propriétés de tous les éléments HTML. Chaque élément HTML a des propriétés, des valeurs. Et les méthodes donc de programmation qui permettent d'accéder aux éléments HTML et des événements pour tous les éléments HTML. En d'autres termes, DOM est une norme pour savoir comment obtenir, modifier, ajouter ou supprimer des éléments HTML. Et c'est comme ça que grâce au JavaScript, eh ben, le JavaScript prend en compte le déplacement de ma souris au pixel près, et vous voyez que quand je vais sur une section, il me la met en valeur automatiquement. C'est pareil quand je vais cliquer tout en haut, je vais changer et je vais apprendre le CSS, ça devient là en noir, c'est automatique, vous voyez que c'est interactif. Et ben ça, c'était pas possible. Si vous vous rappelez, si vous êtes assez vieux, vous vous rappelez de l'internet des années 90, c'était tout simple, hein, c'était des liens hypertextes en bleu et la police en noir, très classique. Là, on a, au fil du temps, ajouté des briques logicielles
pour permettre l'interactivité. Je clique sur Python, automatiquement, ça m'affiche du Python. Je veux commencer à apprendre le Python, je clique sur un lien hypertexte qui va me rediriger vers un exercice. Donc vous voyez, tout ça, c'est l'interactivité. Je peux cliquer sur les flèches, revenir en avant, en arrière, voir les différentes parties du tutoriel pour apprendre le Python, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc tout ça, c'est grâce au JavaScript et au DOM. Donc voilà, je m'arrête là. Après, on fera peut-être des cours introduction à. Bah, allez voir, hein, je vous ai dit, vous pouvez apprendre le JavaScript, le SQL, le Python, le PHP, le CSS. Ça, franchement, c'est les bases. PHP, Python, SQL, JavaScript, CSS, HTML, c'est vraiment les langages de programmation que vous devez maîtriser. Après, il y en aura d'autres, mais ça, sans ça, en fait, vous pouvez pas comprendre comment les technologies s'interconnectent au niveau du WWW, le World Wide Web. Et qu'est-ce que fait le World Wide Web? Il fait fonctionner Internet. Donc, c'est important de connaître tout ça. Même si ça prend du temps, donnez-vous les moyens, apprenez, prenez le temps, et vous verrez, c'est un peu compliqué au début, et puis après, plus on acquiert de compétences, c'est comme tout, plus ça devient facile, et on arrive à comprendre en fait l'intrication, l'imbrication de ces différentes couches, briques, logiciels, qui permettent de faire fonctionner, comme je vous disais, Internet au quotidien. Donc je m'arrête là, on revient à notre attaque, mais c'est pour vous expliquer que le JavaScript, ça peut être fait pour des bonnes choses, comme toute technologie, pour faire le bien, c'est-à-dire quoi? Bah, faire fonctionner notre Internet avec des menus qui soient sexy, qu'on puisse cliquer à différents endroits, sans problème, que ça soit interactif, fluide, et j'en passe et des meilleurs. Ça permet de faire des vérifications sur les champs qu'on rentre, donc ça c'est pour la sécurité, c'est une très bonne chose. Mais à l'inverse, on peut faire du JavaScript malicieux qui va espionner les gens, enregistrer leurs frappes, vérifier où se trouve le curseur, sur quoi ils cliquent, quelle est leur configuration PC. Ça va pouvoir stocker des ever cookies ou des super cookies. Et ça, c'est ce que fait concrètement Facebook, quoi. Facebook, vous l'utilisez, lui, via le JavaScript, analyse exactement à la seconde près où vous cliquez, à quelle vitesse vous déplacez votre souris, et tout ce que vous faites. Tout est logué, enregistré dans du JavaScript. Et on sait exactement au centième de seconde près ce que vous avez fait dans votre navigateur, quel site vous avez consulté, où vous avez cliqué, quels sont vos centres d'intérêt, et il y a la surveillance de masse. Ça commence aussi avec les GAFAM, hein. Il n'y a pas que les agences de renseignement. Donc, où je veux en venir, eh ben oui, on peut militariser aussi, comme n'importe quel langage de programmation, on peut militariser du JavaScript pour faire des choses pas très correctes. On va dire ça gentiment et poliment. Donc, comment on peut modifier? Ben, on a vu que JavaScript peut modifier les éléments du DOM. Comment on peut faire ça? Ben, je vais vous montrer un exemple. On va modifier le DOM en temps réel avec l'inspection des éléments, comme on a fait tout à l'heure. Et là, on va aller chercher la partie qui nous intéresse, nous, on a vu, il nous demande de quoi? De modifier le XSS Playground. On va le modifier. Je vais faire une recherche. XSS Playground. Voilà, il est là. Et qu'est-ce que je fais? Là, j'ai le serveur qui me présente la page, mais maintenant, la page, elle est stockée dans mon navigateur en local. Rien ne m'empêche de la modifier à l'envie. Et là, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre. Voilà. Donc maintenant, on revient. Il l'a pas enregistré. On va revenir là-dessus. Ok, donc là on a bien notre span et comment je peux le modifier? Autant pour moi.
Donc il va falloir que je mette mon code, c'est pas grave. On va passer. Donc THM title. Est-ce que je peux faire un document get? Donc là j'utilise une fonction qui est propre à notre ami. Donc ça c'est l'ID. Donc je vais faire ouais, get element ID. Zoomer, vous voyez quand même. Voilà. Donc je lui demande quoi? Je lui demande de récupérer le document, d'utiliser la fonction getElementById. Ça, ça demande en fait le nom d'une variable et la variable elle est là. Il s'appelle THMTitle. Voilà. Et là on voit qu'il est passé à test. THM title. Je referme. Là je vais lui dire c'est un inner HTML. Ça c'est pareil, c'est une classe spéciale. Et je vais lui dire, tu vas m'enregistrer. I am. Donc, voilà, mon point virgule. Et on va faire aussi. Euh, ça l'a pris. J'ai juste à modifier mon string. Voilà. Je peux affiner. Voilà. Là, on voit bien que j'ai modifié la partie entre guillemets euh, locale. Et ça marche et on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc là, je l'ai modifié en fait en temps réel dans la console, dans l'inspecteur. Donc ça me permet de faire en effet des trucs assez marrants. Et voilà, j'ai modifié en temps réel le truc. Mais comment on peut le faire maintenant euh, via du JavaScript? Parce que le but, c'est de faire du JavaScript. Donc ce qu'on va faire, je vais revenir sur mon store. Et là, on va faire la commande que j'ai rentrée, script. Et donc on fait quoi? Le document. La classe elle s'appelle get. Get parce qu'on quoi? On va modifier. Quand on fait un get, c'est qu'on veut modifier un élément. L'élément par quoi? Par ID. L'ID, c'est toujours le nom. Et quand je clique dessus dans l'inspecteur, je sais qu'il s'appelle, comme je vous ai dit, THM comme Try Avec Me. Title comme titre en anglais. Je referme ma balise. J'utilise une autre fonction qui est le inner HTML. Et ça va me permettre quoi le inner HTML? Eh ben, d'ajouter la valeur que je veux en fait, à la volée. Et donc on va mettre ion, hop, instruction, point virgule. On est d'accord, je vérifie mes guillemets, guillemets simples, j'ai fermé, guillemets doubles, j'ai bien fermé. Ça a l'air propre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je referme mon script. Donc, slash script. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me reprend ça? Je comprends pas. Si, il me l'a pris quand même. Oui, c'est un bug. Mais là, euh, pourquoi il ne l'a pas pris en entier? J'essaie de comprendre.
Donc là, c'est propre. Et on voit comment on peut modifier en temps réel les trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, bah, j'ai mon flag. Donc, vous voyez la puissance du XSS, hein. Ça permet de défigurer un site web. Ça permet même de faire de la guerre de l'information. Vous pouvez modifier un article en temps réel et bah, aller bidouiller le code source du monde, rediriger votre victime et au lieu qu'il y ait le vaccin contre le Covid, Ursula von der Leyen admet les défaillances de l'UE. Vous pouvez afficher vaccin contre le Covid. Ursula von der Leyen se félicite de l'efficacité de l'Union européenne. Vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier les sources, vous pouvez modifier l'image et faire ce que vous voulez. Donc on voit dans le cadre de spear phishing, de phishing, de cyberattaques liées à l'information, la théorie de l'information, comment on peut déstabiliser des pays ou faire de la propagande ou de la guerre de l'information, de l'infowar, dans le renseignement. Donc ça c'est petit aparté, on va continuer tranquillement. Donc il y en a un paquet. Encore une fois, je ne prétends pas vous apprendre en quelques minutes toutes ces attaques. Ça sera à vous après d'aller creuser. Le meilleur exemple, c'est d'aller sur XSS Payload qui vous apprend. Et bon, je vais vous montrer vite fait. Vous allez voir que c'est assez dingue puisqu'il est possible de faire quasiment tout. Voilà. Donc c'est mis à jour constamment. Vous avez les payloads. Network par exemple, ou Capture, je vais vous montrer. Et ben voilà. On peut installer un keylogger, on peut enregistrer tous les cookies, capturer les événements, activer la webcam. Vous voyez que on peut vous espionner à travers votre navigateur web, hein. C'est vraiment pas un problème. J'ai envie de pinguer votre machine, je vais faire un système network. Là, j'aurai un pod scanner API. Je pourrais leaker et contourner les VPN grâce au web RTC IP. C'est pour ça que chez moi, je vous dis toujours, il faut bloquer le web RTC, il est désactivé et il est activé par défaut dans tous les navigateurs. Ça, il faut absolument le désactiver puisque ça permet de contourner la protection de votre pare-feu. Et on peut floader le serveur, votre machine, via un fingerprint, un canevas, une image invisible. On peut bah, vous localiser, vous géolocaliser.
C'est pour ça que bah, j'ai mes protections anti-canva. Tiens, je l'ai pas installé d'ailleurs là. Eh ben, on va le faire tout de suite. On va s'installer CSS Exfil, voilà, qui nous protège contre bah, les canevas et l'exfiltration via CSS. C'est pareil, les CSS, c'est bien, mais ça peut aussi bah, vous espionner, tout simplement. Et on va faire le canvas fingerprint Defender. Et là, c'est pareil, c'est via la technique du canevas. Là, on voit que, bah, je vais vous montrer, bah, on peut me détecter en fait. Et là, l'avantage, c'est que si on essaye, vous voyez, c'est une image invisible en fait, mais qui peut faire un pixel sur un pixel, donc vous la verrez pas en fait, hein. Ce sera blanc sur blanc, jamais vous verrez l'image. Par contre, bah, ça permet de vous espionner, tout simplement. Et tous les sites utilisent ça, quoi, hein. C'est vraiment de la fils de puterie. Donc comment ça se passe? Bah, cette page utilise différentes techniques pour reconnaître si une extension de navigateur est installée pour usurper le résultat de l'empreinte digitale. Et le but, c'est d'usurper le résultat de l'empreinte digitale pour fausser et pour que vous ne soyez pas détecté ou détectable. Parfois, pour protéger l'identité du navigateur, une extension du navigateur ajoute un bruit aléatoire au canevas et le bruit modifie le résultat du hash, en fait, de l'empreinte digitale, code de hashage. Bien que l'identité réelle puisse être protégée, il existe encore des méthodes pour détecter si le résultat du canevas est manipulé ou non. Par exemple, si une manipulation est identifiée, le serveur peut décider d'ignorer l'identité du canevas et utiliser une approche différente pour identifier la session du navigateur. Et là, vous voyez que ça passe tout, ça fait du spoofing au niveau du canevas via l'API. Et donc les sites qui vont essayer d'avoir via le DOM, eh ben, on voit que ça, c'était mon empreinte digitale avant le chargement du DOM, mon hachage. Donc ça, c'est la signature de mon ordinateur. Et maintenant, une fois que bah, j'utilise cette application, on voit que le hash est complètement différent. Donc l'empreinte digitale est usurpée avec un bruit aléatoire. Donc l'empreinte digitale, ça permet à tous les grands d'Internet de vous espionner de façon totalement invisible. Et c'est pour ça que je vous parle tout le temps de surveillance de masse. Ne pensez pas que ce sont uniquement les services de renseignement qui font ça. Toute personne sur Internet, à partir du moment où vous allez sur son site web, vous espionner, comme elle peut aussi mettre bah, du CSS, du HTML, du JavaScript, pour soit vous espionner, ou pire, pour pirater votre ordinateur. Le meilleur exemple, c'est tous les sites de streaming gratuits qui vous proposent de regarder des films. Vous aurez accès aux films, mais si votre configurateur n'est pas protégé, ça va faire des redirections, ça va faire des attaques CRSF, ça va faire des attaques XSS, et ça va vous rediriger vers d'autres sites qui vont injecter dans votre navigateur des plugins malveillants, des virus, pour soit prendre le contrôle, soit euh, faire ce qu'on appelle de l'adware, quoi, hein. Ça va vous proposer plein de pubs inutiles qui vont ralentir le fonctionnement de l'ordinateur. Et dans le pire des cas, vous pouvez vous faire pirater. Et si vous n'avez pas un antivirus efficace, eh ben, il va pas bloquer et vous allez vous faire pirater, tout simplement. Bon, voilà grosso modo comment ça marche. On voit qu'on a plein de payloads, plein d'outils que vous pouvez aller voir, vous pouvez pratiquer aussi si vous voulez apprendre. Il y a des challenges, il y a des exercices. Je vous conseille le XSS Game que je ferai peut-être plus tard, qui va nous apprendre bah, toutes les failles XSS et le XSS Challenge. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Donc, passons à la partie suivante. On revient sur Try At Me, tranquillement, gentiment. Qui veut pas. Si. Donc maintenant, on va passer à la partie euh, désérialisation. Donc, le principe de la sérialisation, c'est quoi? Eh ben, c'est de prendre des données en entrée, de les sérialiser, c'est-à-dire de d'effacer en fait tous les marqueurs, les patterns qui pourraient
ramener à la cible. En l'occurrence, c'est votre navigateur, c'est votre petite personne. Et en sérialisant les données, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, grosso modo, on va les rendre uniformes. Elles pourront toujours être traitées par le système d'exploitation, par le système d'information, par le navigateur, par le serveur, ce que vous voulez. Par contre, ça permettra, comment dire, un peu comme les GRPD, qui permettent l'anonymisation des données sur les serveurs européens, en fait, hein. Donc, c'est le principe, on va anonymiser vos données. Mais il y a moyen de faire l'opération inverse. Et l'opération inverse, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la désérialisation non sécurisée. Donc la désérialisation non sécurisée est une vulnérabilité qui se produit lorsque des données non fiables seront utilisées pour abuser la logique d'une application. Cette définition est pour le moins assez large. Simplement, la désérialisation non sécurisée remplace les données traitées par une application par un code malveillant, autorisé, qui va du DDoS à la RCE, Remote Code Execution, que l'attaquant peut utiliser pour prendre pied dans un scénario de cyberattaque ou de pentesting. Plus précisément, ce code malveillant exploite le processus de sérialisation et de désérialisation légitime utilisé par les applications web. Nous expliquerons ce processus et pourquoi il est si courant dans les applications web modernes. Donc là, vulnérabilité 8 sur 10. Pourquoi? Bah, faible exploitabilité, pardon, cette vulnérabilité est souvent au cas par cas. Il n'y a pas d'outil de framework fiable pour faire ça. En raison de sa nature, les attaques et les attaquants doivent avoir une bonne compréhension du fonctionnement interne du TOE. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi? L'exploit est aussi dangereux que la compétence de l'attaquant, c'est-à-dire plus l'attaquant sera technique, plus l'attaque pourra l'être également. Et plus encore la valeur des données exploitées. Par exemple, une personne qui ne peut que provoquer un DOS rendra l'application indisponible. L'impact commercial de cette situation variera sur l'infrastructure. Certaines organisations s'en sortiront très bien, d'autres pas. Qui est vulnérable? En résumé, en fin de compte, toute application qui stocke ou récupère des données sans validation. On a vu ça au début, il faut mettre en place des processus de validation, de contrôle d'intégrité des données interagées ou conservées. Ça, c'est le premier truc que je vous ai dit en introduction. Donc, quelques exemples d'applications de cette nature sont les sites de commerce électronique. Là, c'est normal, ça fait marcher la toile. Les forums, les interfaces de programmation et les runtime. Les runtime, Tomcat, Jenkins, JBoss, des sortes de frameworks qui sont des couches applicatives. Tomcat, ça va héberger un serveur web, par exemple. Donc, qui a développé l'application Tomcat? Eh ben, on va le voir. Donc Tomcat, petite recherche. C'est la page Software Foundation. Quel type d'attaque qui bloque les services peut être effectué? C'est une denial of service. Déni de service. Ok.
Donc là, on va voir la désérialisation non sécurisée sur des objets. Les objets, dans la programmation orientée objet, ce qu'on appelle la POO, les objets sont constitués de deux choses, un état et ils font quelque chose, c'est un comportement. Simplement, les objets vous permettent de créer des lignes de code similaires sans avoir à recommencer et à écrire les mêmes lignes de code. On va se servir d'objets. Je vais définir un objet qui s'appelle, par exemple, euh, chien. Et à chaque fois que j'aurai besoin dans une fonction de d'appeler des chiens, eh ben j'utiliserai l'objet chien. Les objets, on va faire très simple, voyez-le comme une sorte de moule. Avec un moule, en fonction du moule que vous avez, vous pouvez former des objets. À partir du moule, il suffit d'avoir d'abord le moule. Eh ben, en programmation, c'est pareil. D'abord, au lieu de créer un objet à chaque fois, on va créer un moule, une sorte de cadre, un framework, et grâce à ce moule, on va pouvoir cloner à l'infini l'objet qu'on a besoin. Si on a le moule chien, on va pouvoir faire des chiens à l'infini et s'en resservir, les appeler, comme on dit, et les déclarer, j'en passe et des meilleurs. Et ben c'est pareil, vous avez un moule chien, un moule chat, un moule poule, un moule ce que vous voulez, et ça permet de créer l'objet. Et l'objet va nous permettre d'être utilisé sans recommencer à écrire les mêmes lignes de code. Par exemple, une lampe sera un bon objet. Les lampes peuvent avoir différents types d'ampoules, ça sera leur état. Et en plus, elles peuvent être allumées, éteintes, ça c'est leur comportement. Plutôt que d'avoir à accueillir chaque fois un type d'ampoule, cette lampe spécifique peut être soit allumée ou éteinte ou non, et ben vous pouvez utiliser des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes, pour modifier l'état et le comportement de la lampe. Donc, comment vous expliquer? Grosso modo, on a des fonctions qui appellent des méthodes et dans ces méthodes, eh ben, on va jouer avec les objets. Donc le terme correct de l'instruction, euh, si un chien dormait, ça serait quoi? Bah, ça serait un comportement, puisqu'il dort. Il peut dormir ou il peut être réveillé. Comment on dit en anglais? À voir, je peux traduire. A behavior, je dirais. Voilà. Et non pas un état. Donc, on continue. La désérialisation, comment ça se passe concrètement? Putain, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi il y avait un arrière. Donc, la désérialisation concrètement. On va faire des analogies, on va parler avec des métaphores pour que ça vous parle un peu mieux. Et naturellement, c'est extrêmement complexe. On ne fera que survoler les concepts aujourd'hui. On verra pour la pratique après, vous verrez que c'est costaud. Donc l'apprentissage se fait mieux par des analogies. Un touriste s'approche de vous dans la rue et vous demande des directions. Ils recherchent par exemple un repère local et ils se sont perdus, ils veulent un endroit précis. Malheureusement, l'anglais n'est pas leur point fort ou le français, et vous ne parlez pas non plus leur dialecte. Que faire? Eh ben, vous dessinez une carte de l'itinéraire vers le point de repère qu'ils recherchent, parce que les images franchissent les barrières linguistiques, ils ont pu trouver le point de repère sur la carte, et ils savent maintenant se repérer pour y aller. Donc super, vous venez de sérialiser certaines informations, où le touriste les a ensuite désérialisées pour trouver le repère. Ok? On a la barrière de la langue, on se sert d'une carte, un point de repère, d'itinéraire, et vous n'avez pas besoin de parler en entrée, vous montrez grâce à la carte, et dans sa langue, intellectuellement, votre touriste comprend dans sa langue maternelle où il doit aller, grâce à un support. Donc la sérialisation, c'est le processus de conversation d'objets utilisés dans la programmation. Donc c'est un formatage plus simple et compatible pour la transmission entre les systèmes ou les réseaux, pour un traitement ou un stockage ultérieur. Alternativement, la désérialisation est l'inverse de ceci, c'est-à-dire convertir les informations sérialisées en une forme complexe, un objet que l'application comprendra. Qu'est-ce que ça veut dire?
Supposons que nous ayons un mot de passe qui s'appelle password 123 d'un programme qui doit être stocké dans une base de données sur un autre système. Pour voyager à travers le réseau, cette chaîne, donc un password 123 c'est une chaîne, et ça a été récupéré, donc c'est une sortie, c'est un output. Elle est convertie en binaire, en 0 et en 1, et bien sûr, le mot de passe doit être stocké en tant que password 123, et non dans sa notation binaire, puisque la base de données, elle attend quoi? Elle attend un string, une chaîne de caractères, password 123. Si on lui enregistre en 0 et en 1, la base de données ne va pas apprécier. On peut, mais là, on parle de champs avec des strings, des chaînes de caractères. Une fois qu'il a atteint la base de données, il est converti ou désérialisé en password 123 afin qu'il puisse être stocké. Donc, on commence, sortie, sérialisation en binaire, désérialisation en chaîne de caractères. Là, on a le même état. Là, il a été modifié par un support. Le support, c'est quoi? À travers le réseau, la chaîne en sortie a été convertie en binaire. Comment on peut en tirer parti, pardon. Simplement, la désérialisation non sécurisée se produit lorsque les données d'une partie non approuvée, un acteur tiers, malicieux, c'est-à-dire un pirate informatique, sont exécutées car il n'y a pas de filtrage ou de validation de l'entrée. Le système suppose que les données sont dignes de confiance et les exécutera sans restriction. Imaginons que maintenant là, on a notre hacker. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une attaque de l'homme du milieu. Il vient s'intercaler entre le serveur et la base de données. Et le flux, il peut le modifier, faire du tampering et envoyer les données brutes à la base de données. Mais elle partira du principe que c'est le serveur qui lui a envoyé les données. Et elle sait pas qu'il y a un pirate qui s'est intercalé, qui a fait une attaque de l'homme du milieu, et qui s'est intercalé, et qui a modifié les communications. Qu'est-ce qu'elle fera? Très souvent, la base de données acceptera les données si jamais, il n'y a pas de filtrage et il n'y a pas de validation en entrée. D'où l'intérêt de mettre en place des processus de filtrage et de validation. Alors, quel est le nom du formatage en base 2? Bah, franchement, c'est quoi? 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça c'est quoi? C'est de la base 2. La base 2, c'est quoi? C'est du binaire. Donc les cookies. Un petit peu les cookies. Le principe de cookies, vous les utilisez tous les jours. C'est des petits gâteaux, mais ça se mange pas. Ou les pirates les mangent, mais pour d'autres raisons. Donc oui, l'origine, c'est de nombreux mimes. Et les cookies, c'est un outil essentiel pour le fonctionnement des sites web modernes. De minuscules éléments de données. Ceux-ci sont créés par un site web et stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Là, je vous ai dit, je suis connecté à TryAcme. J'ai plein de données avec plein de variables. Je vous donnerai pas toutes, sinon vous allez pouvoir vous connecter à ma place au site. Et vous voyez que là, le cookie, il est composé de plusieurs éléments qu'on appelle des jetons, des tokens, et certains vont avoir des fonctions précises. Là, par exemple, ça gère le hash de l'utilisateur, les attributs de l'utilisateur. Donc un cookie, ça peut être simple, il peut y avoir qu'une ligne, ou il peut y avoir différentes composantes. Et vous voyez que celui de TryAcme est assez évolué, puisque on a énormément de composantes qui vont faire différentes tâches. Ça, on le connaît tous. Quand on se connecte à un site, il vous demande si vous voulez bien autoriser le fonctionnement du site. En quoi? En stockant un cookie dans votre navigateur web, sur votre ordinateur, donc une copie en local. Donc vous verrez des notifications comme celle-ci dans la plupart des sites ces jours-ci. Les sites web utilisent ces cookies pour stocker des comportements spécifiques à l'utilisateur, tels que des articles dans leur panier ou des identifiants de session. Dans l'application web que nous allons exploiter, vous remarquerez que les cookies stockent des informations de connexion, comme ci-dessous. Donc qu'est-ce qu'on voit? Là en plus c'est en clair, parce que généralement on essaie de mettre quelque chose qui soit parlant uniquement pour l'administrateur, le web développeur, mais là on voit très clairement qui fait quoi. Là je sais que c'est le password, là c'est à quelle date
l'utilisateur s'est connecté. Là, c'est son ID, le session ID, l'utilisateur, son nom d'utilisateur et le type d'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, le password, il s'appelle pass. Le redatage de la connexion de la session, ben, on a la date, on a l'heure. Euh, on a le session ID qui est un hash en fait. On a l'utilisateur qui s'appelle CMmatic et on sait que c'est un utilisateur. Ok? Donc là, on voit bien que les informations sont en clair. Et si les communications sont sniffées, on lance Wireshark et qu'on intercepte les communications. Si le serveur n'a pas le cadenas, qu'il n'est pas en socket layer ou en TLS, là on a HTTPS, ça va, et ben on va pouvoir intercepter les communications et avoir les mots de passe en clair. C'est pour ça que je vous dis toujours HTTP maintenant, c'est dangereux quoi, hein, faites attention. Parce que tout ce que vous tapez sur HTTP bah, peut être sniffé. Donc si vous tapez des mots de passe, bah voilà, on peut récupérer vos mots de passe. Et pas que. Donc les cookies, c'est pas la solution de stockage permanente dans les bases de données. C'est une sorte d'intermédiaire en fait, hein. Certains cookies, tels que les identifiants de session, s'effacent lorsque le navigateur est fermé. D'autres durent beaucoup plus longtemps. Et il y en a qui sont quasiment indétectables et qui sont très durs à supprimer. C'est les fameux super cookies, ever cookies, qui permettent bah, là, de faire de l'espionnage, vraiment. C'est déterminé par la minuterie expire, expiration date ou expire, qui définit lorsque le cookie a été créé et au bout d'un moment, bah, il s'autodétruit, tout simplement. Donc les attributs, la description, le nom du cookie, ça c'est le nom du cookie à définir. La valeur, bah, c'est la valeur qui peut être n'importe quoi en texte brut ou encodé. Là on voit qu'on a du texte brut, là on a du texte encodé. Il n'est pas lisible, intelligible par un humain. Euh, la sécuriser, bah, s'il est défini, le cookie sera défini sur des connexions HTTPS. Là, c'est sécurisé. HTTP, ça sera pas sécurisé. L'expiration, bah, c'est le redatage ou la date ou l'heure où le cookie sera supprimé du navigateur. Parfois, quand on quitte le navigateur, vous pouvez le configurer pour qu'il efface tous vos cookies. Si vous voulez vous connecter automatiquement, il stocke les cookies dans votre navigateur. Et le cookie ne sera envoyé que si l'heure spécifiée bah, se trouve dans la demande. En effet, on gère le chemin, on n'a pas envie d'envoyer nos cookies à n'importe qui. Donc, on va voir comment on crée un cookie, très simplement. Donc les cookies, en fait, ils peuvent être définis dans les différents langages de programmation de site web. On peut utiliser du JavaScript, du PHP ou du Python, pour en nommer que quelques-uns. L'application web suivante est développée à l'aide de Flask, de Python. Il convient donc de l'utiliser comme exemple. Donc Flask, c'est une sorte de framework pour Python. C'est très couramment utilisé. Et vous allez voir rapidement ce que c'est. Donc c'est un micro-framework de développement web vers Python. Donc c'est un Flask. Et il est classé comme un micro-framework car il est très léger. Flask a pour objectif de garder un noyau simple mais extensible. Il n'intègre pas de synthèse d'authentification, pas de couche d'abstraction de base de données, ni d'outils de validation de formulaire. Cependant, de nombreuses extensions permettent d'ajouter facilement ces fonctionnalités. Et c'est gratuit, il est sous licence BSD. Et on en revient à ce que on vous disait là, les cookies ne sont pas des solutions de stockage permanentes comme les bases de données. Ils font juste l'interaction. Ils préparent le terrain pour formater, pour gérer la donnée, pour parfois la vérifier ou pas. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a grosso modo déjà deux variables qu'on définit. On a une variable qui s'appelle datetime et une variable qui s'appelle timestamp. Datetime, eh ben, si je dois comparer avec notre exemple, eh ben, ça va prendre la date à l'heure, à la seconde près de la connexion. Dès que l'utilisateur se connecte avec son adresse IP 10.10.159.61, eh ben, on fait un datetime. Je vais prendre la valeur à un instant T. Cette valeur, eh ben, on utilise la fonction donc datetime et .now. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il y a une fonction now et ça permet en fait cette méthode de bah, prendre la date à un instant T. Donc dès que vous lancez, eh ben là ça va être pour moi, il est 14h16.
Ça va enregistrer 14h07. Et le timestamp, eh ben, ça sera un string, str, c'est un string, donc une chaîne de caractères, avec quoi? La date. Donc là, ça sera le temps, l'horodatage du temps. Là, ça sera l'horodatage de la date, ok? Et avec le temps et la date, on arrive à avoir, eh ben, l'heure et la date précise, au millième de seconde près, de la connexion. Et après, on lui demande quoi? Bah, tu vas me faire une réponse grâce à ces deux éléments. Tu vas définir un cookie, c'est 7 cookies, et là-dedans, on prend quoi? On prend deux clés, on prend deux variables. On a le registration timestamp et le timestamp. Timestamp, on l'a là, et registration timestamp, en fait, c'est une fonction qui va concaténer, en fait. C'est un cookie, c'est le nom du cookie, on va dire. Ça, c'est le nom du cookie, et là, c'est ce que ça prend, c'est la variable timestamp qui stocke la date et l'heure. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La configuration des cookies dans Flask est assez simple. Cet extrait du code récupère la date et l'heure actuelle, les stocke dans la variable timestamp, comme je vous disais, qui stocke quoi? Bah, la date et l'heure dans un cookie nommé registration timestamp. Et, comme je vous disais, voilà à quoi ça ressemble. On a le nom qu'on lui a donné. Si là on avait mis Bobby 123, bah là il y aurait écrit Bobby 123. L'heure, bah ça on peut pas la modifier, enfin si on peut la modifier, mais là on a fait un now. Donc ça à l'instant T, ça a pris l'adresse IP, pardon, ça a pris l'heure et la date. Donc c'est aussi simple que ça, entre guillemets, c'est plus compliqué, mais là on va voir donc si un cookie avait le chemin webapp.com login, quel serait l'URL de l'utilisateur qui doit visiter. Eh ben, qu'est-ce qu'il va visiter? Il va visiter le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est web. Hop, .com. Ensuite, on a quoi? On a la racine du serveur. Et après la racine du serveur, on arrive sur la mire de connexion. Si le cookie veut amener la personne sur la connexion. Et là, à la racine, il y a quoi? Bah, il y a une arborescence qui s'appelle login et qui gère quoi? Peut-être login PHP ou un autre langage qui gère l'authentification de l'utilisateur. Quel est l'acronyme de la technologie web sur laquelle fonctionnent les cookies sécurisés? C'est une très bonne question. Je crois que c'est les HSTC, HSTS, non? Cookies sécurisés, protocole HTTPS. Ensuite, passons à autre chose. Accédez à votre instance. À chaque fois que vous vous connectez sur un site, vous accédez à votre instance. Moi, mon instance, là, c'est quoi? Eh ben, mon instance, c'est Saltimbanque. Je peux aller dans mon profil, je peux voir les salles que j'ai terminées, les badges, mon accès, me réabonner au site, annuler mon abonnement. Ça, c'est mon instance. Ok? Donc, dans le navigateur de l'appareil dans lequel vous êtes connecté au VPN, accédez à IP machine. Je détaillerai les étapes pour Firefox. Vous devez peut-être rechercher pour inspecter les cookies dans votre navigateur. Toto le hacker, mot de passe Toto. On va faire très simple. On arrive sur notre dashboard et on peut faire certaines opérations. Donc on voit mon nom, on voit que je suis bien un utilisateur. En effet, on voit que ça a fait le timestamp dont on parlait et que bah oui, il y a des données qui ont été échangées vu que je me suis connecté à Vim Exchange. Je peux voir les échanges, le profil, etc., etc. Et là, on va voir beaucoup de choses. Donc là, comme je vous ai dit, on a les coordonnées et on va avoir inspecté l'élément et on va aller dans stockage. Et là, vous allez voir que le cookie a tout enregistré, tout simplement. Alors, debug console storage, stockage, et je vais essayer de zoomer, que vous voyez bien. Donc là, dans cookie, il y a un cookie avec mon adresse IP en HTTP
J'ai le nom, password, registration, timestamp comme on a vu, et on voit bien que tout est enregistré en clair. Le chemin passé à la racine, puisque je me connecte à la racine. Là, je suis dans My Profile, c'est session. J'ai la date d'expiration, la taille en kilobytes, etc., etc. Et la dernière fois qu'on y a accédé, et l'adresse IP du domaine. Ok. Donc, on va inspecter un peu les cookies et essayer de comprendre qui fait quoi. Vous verrez ici, pardon, qu'il existe des cookies qui sont à la fois encodés en brut, c'est-à-dire ou encodés en base 64. Base 64, et ben là, c'est chiffré. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est du base 64. Ok. Si je veux le déchiffrer, donc je le déchiffre. Je vais le décoder en base 64. Hop, du code. Voilà. Et bah, j'ai mon petit capture de flag. J'ai mon flag qui est là. On a décodé les instructions en base 64. On voit qu'on a des caractères un peu bizarres. On a le résultat. Bah, le résultat sous forme de hash, bah, c'est celui-là. Et ça, c'est mon session ID, en propre, en clair, décodé. Et ensuite, il nous donne bah, notre petit ami, le drapeau. Déjà, je vais trop vite en fait. Le premier drapeau se trouvera dans l'un des cookies. Bah, c'est ce qu'on vient de faire. Modifier les valeurs de cookies. Notez ici que vous avez un cookie nommé type user. Vous êtes actuellement un utilisateur, comme le confirment vos informations sur la page Mon profil. Cette application détermine ce que vous pouvez et vous ne pouvez pas faire en fonction du type d'utilisateur. Si on voulait passer admin, eh ben, on va modifier la valeur de quoi? De user type. Pourquoi modifier le contenu? Et en modifiant notre user type en admin, et si on va bah, dans la page admin, eh ben, on va voir qu'on contourne le système de protection. Hop, user, au revoir, admin, bonjour. Ok. Là, vous voyez que on vient de contourner via bah, ce que je vous disais, ce qu'on appelle du cookie forgery, et on a forgé un faux cookie, enfin un faux vrai cookie, en modifiant les informations. J'accède maintenant au message de l'administrateur. J'ai tout ce qu'il a fait, les tickets de support, euh, la charge système, et j'en passe, et des meilleurs. Donc on voit comment on accède au tableau de bord, le dashboard admin, via un cookie, un faux vrai cookie. Donc vous voyez que ça peut être assez dangereux, hein. Et c'est ce que je vous disais, bah ça, les hackers peuvent se servir des cookies qu'ils récupèrent dans vos navigateurs si vous allez sur des sites bizarres, et après se connecter à Twitter, à Facebook, à ce que vous voulez, avec votre cookie. Si c'est un cookie d'une banque, bah il accédera à votre banque. Ça peut être dangereux, très dangereux. Donc maintenant, on va voir l'exécution de code. Donc ça, c'est une attaque beaucoup plus néfaste que le simple décodage des cookies. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va changer la valeur du cookie, user type, de admin à user. Et on revient sur mon profil. C'est l'opération inverse. Ok? Je reviens. Inspection des éléments. N'oubliez pas, c'est tout le temps dans storage. C'est tout le temps dans l'onglet cookie. Et là-dedans, bah, je vais repasser user. Après, et là, je modifie l'URL en conséquence. Là, ça m'a fait foirer. Pourquoi ça me fait foirer? Ah, c'est my profile. Autant pour moi. Ok. Le hacker, on est revenu. Donc, on va faire un clic gauche dans l'URL et dans échanger vos Vim, on va faire ça. Clic gauche, échanger vos Vim, exchange your Vim, si vous voulez bien. Allez, rentrer, ouais, ok. Ok.
Donnez votre avis. Alors, on va donner notre avis. Ouais. Ok, donc c'est un exemple. Là, je peux rien poster parce qu'on va poster du code dedans. Donc, qu'est-ce qui rend ce formulaire en fait, hein? Là, c'est un champ. On a deux champs d'un formulaire. Le formulaire, il est représenté par la brique. Là, vous voyez, on a bien une séparation graphique au niveau même du code source. Je peux vous montrer. Euh, Inspecter les éléments. Je vais réduire un peu. Là, on voit bien qu'on passe sur une couche. Je sais pas pourquoi c'est pas interactif. Et là, vous voyez que même si quand je vais dans la console, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il y a un champ mot de passe qui n'a pas l'air sécurisé. Attention, risque de sécurité qui permettrait à un utilisateur qui a logué ses mots de passe, eh ben, un autre utilisateur de quoi? De les voler ou d'être conduit dérobes, to be stolen. Donc vous voyez que déjà le navigateur analyse en temps réel et dans la console vous avez certaines indications pertinentes là en termes de sécurité. Et c'est ce qu'ils nous disent bien là. Qu'est-ce qui rend ce formulaire vulnérable? Donc il y a deux champs, je vous disais, pardon. Un champ chaîne de caractères, c'est le username, et un autre champ, c'est quoi? C'est le password. Putain, oh, des fois je me mettrais 10 chiffres. Sortir de là, on revient là. Donc si un utilisateur devrait entrer ses commentaires, les données sont codées et envoyées à l'application Flask qu'on a vu tout à l'heure, vraisemblablement, pardon, pour être stockées dans une base de données, par exemple. Cependant, l'application suppose que toutes les données encodées sont fiables. En effet, elle ne se dit pas qu'il va y avoir un acteur malveillant. Nous sommes des hackers, il semblerait. Vous ne pouvez donc pas faire confiance, dans la mesure où vous pouvez tout envoyer. C'est presque impossible en ligne. Donc, que l'explication de la programmation soit un peu portée, voilà. Bon, ouais, c'est vrai que si vous n'avez pas de notion de programmation, ça va être un peu compliqué. Mais on va essayer de faire simple. Qu'est-ce que fait ça? Alors, on a un replace me avec une charge utile. Ça, c'est le cookie. Après, on a un pickle payload. Pickle, il va faire un dump sur le cookie. Ça va encoder la charge utile du cookie en base 64 via la fonction B64 encode. Et on veut quoi? Bah, c'est notre pickle payload. Et le pickle payload, c'est quoi? Bah, c'est un dump du cookie. Et on lui fait une réponse qu'on va former et qu'on redirige vers my profile. Ici. Là, on est sur feedback. Et ensuite, eh ben, on termine le cookie, on fait la réponse finale en utilisant notre resp et on fait le set cookie qui va s'appeler encoded payload, charge utile encodée, et bah, qui aura quoi? Bah, qui aura notre charge utile encodée, qui est encoded payload cookie. Cette variable, c'est quoi? Eh ben, on a haché via une fonction en base 64. On l'a encodé. Ok? Donc, lorsque vous utilisez le Learn et changez votre vim, votre cookie est encodé et stocké dans un navigateur, parfait pour que nous le modifions. Une fois que vous visitez le formulaire de commentaires, la valeur de ce cookie est décodée, puis désérialisée. Dans l'extrait ci-dessous, nous pouvons voir que le cookie est récupéré, puis désérialisé via le pickle load. Pickle load, request, cookie, get, encoded payload, tu récupères la charge utile encodée, et pickle loads, en base 64, tu fais un decode. Avant, là, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un encode. On encode, et ensuite on décode. Ok? Donc cette vulnérabilité exploite Python Pickles, que j'ai joint comme matériel de lecture au bout de la pièce. Donc on verra, c'est une fonction qui permet de décoder via la fonction pickle dans Python et qui permet de modifier, de faire des attaques malicieuses. Nous avons essentiellement libre cours pour exécuter tout ce que nous voulons. On peut même exécuter un shell inversé. Donc vous voyez que vous pouvez vous faire pirater votre ordinateur via votre navigateur, hein. C'est pas, faut pas se dire le navigateur web il se fait pirater, c'est pas grave. Il y a le reste de mon ordinateur qui fonctionne bien. J'aurais juste à réinstaller mon navigateur. Non, non, non. Ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, on va voir comment exécuter un exploit à partir d'un navigateur web. Donc, soyez paranoïaque. N'importe qui sur Internet, n'importe quel site web
peut utiliser cette technique pour vous pirater, hein. C'est c'est pour ça que là, on est en train de réfléchir. C'est Google qui bosse là-dessus depuis quelques années. Et il y a comme des systèmes de protection, voire des antivirus pour les navigateurs web. Parce que on peut faire de plus en plus. Au début, dans les années 90, Internet, on ne pouvait pas faire grand-chose. Les ordinateurs étaient lents. Mais au fur et à mesure que les connexions sont rapides et bah, il y a plein de couches, donc ça introduit plein de failles, eh ben, on peut faire quasiment ce qu'on veut maintenant avec le navigateur. On peut afficher des belles images en 3D, mais on peut aussi bah, vous pirater. Donc, on va voir ça. On va s'ouvrir un, un petit listener Netcat. Moi, je vais le faire sur le port 1, 2, 3, 4, puisque vous le savez qu'il est ouvert sur ma machine, tout simplement. Hop, sudo ufw status. Je change mon clavier. Commence à me casser les couilles. Donc, que 1, 2, 3, 4 est autorisé. Donc, on va le laisser. On va ouvrir. NC LNGP. Comme c'est un port au-delà de 2024, je n'ai pas besoin de faire un sudo. Là, on écoute, sniff les communications sur le TCP en local sur mon port 1, 2, 3, 4 de la machine du hacker, ma machine, et on va voir un petit peu comment on peut exécuter du code malicieux maintenant. Donc, étant donné que le code en cours de désérialisation provient d'un format base 64, nous ne pouvons pas simplement générer un shell inversé. Nous devons encoder nos propres commandes en base 64 pour le code malveillant soit exécuté. Comme j'ai fait un petit peu pour prendre la main, malheureusement ça a bugué, vous n'avez pas eu les 2 dernières minutes, mais c'est comme ça que j'ai récupéré un shell sur la vidéo d'hier, sur le CTF Pickle Rick. Donc on va encoder, et le fait d'encoder en plus ça va permettre de faire de l'obfuscation et de contourner les systèmes de protection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va récupérer un payload, on va voir, il y en a plein. Donc ça, bah, c'est notre code, en fait. Ok, copier, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler RCEP, ok? Sudo nano RCEP, je copie. Donc tout le temps, vous verrez, le premier truc qu'on fait dans un programme Python, c'est qu'on importe les librairies. Là, je vous ai parlé de Pickle, on a des librairies système et on a la librairie base64 qui va nous permettre les fonctions d'encodage et de décodage du code. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, la commande là, vous devriez être familier. On est en train de faire notre mkfifo 4tmp sh c'est exactement le payload en bash pour récupérer une connexion. D'abord le mkfifo, ensuite on pipe, on veut quoi? On veut le bin.sh avec la redirection des erreurs, file redirecteur 2 vers uppersun 1, netcat, bah moi mon adresse, c'est quoi? Bah c'est la 10 11 26 90 et moi j'ai ouvert le port 1 2 3 4. Ça redirige vers notre mkfifo. Ensuite, bah, ça fait une classe. La classe, elle s'appelle RCE. Elle veut quoi? En entrée, elle prend un objet. L'objet, on va le définir. Il y a, c'est reduce, donc on va réduire l'objet, en fait, en important la librairie OS, qui fait partie, bah, de quoi? De système. Et on importe l'OS et on attend un résultat. On fait un return. Et là-dedans, on a quoi? Bah, OS système plus notre commande.
Donc ça va prendre quoi? Bah, la commande, on l'a là, ça va prendre tout ça, et on lui applique quoi? Bah, on lui applique l'objet qu'on a défini dans notre classe, c'est quoi? Bah, on va lui demander système d'exploitation, de le formater, de le convertir, puisque ça va nous permettre quoi? Bah, de faire un bash, un reverse shell. Et ensuite, le résultat, le print, donc le return, eh ben, ça l'affiche, et ça le transforme en quoi? Eh ben, en base 64, ça l'encode. Et ça fait un pickle dump, comme on a vu tout à l'heure, qu'on appelle RCE, puisque la classe, eh ben, elle s'appelle RCE. D'accord? Et après, pourquoi il y a autant de parenthèses? Parce qu'en programmation, je veux fermer tout le temps les parenthèses. Là, il y a une parenthèse, là, je la ferme. Là, il y en a une, bah, je la referme. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et ben là, j'enferme. Je referme d'abord commande et je referme ensuite OS système. Ok? Pourquoi là, il y en a autant que ça? Eh ben, c'est aussi simple que ça. Déjà, c'est la fonction RCE. Donc, c'est RCE, parenthèse, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Ensuite, on a le pickle dumps. Donc, on a celui-là et celui-là. Ok? Et ensuite, on a quoi? Eh ben, on a notre base 64. Euh, ouais, base 64. Et donc, c'est le dernier, si je dis pas de bêtises. Et on a ouvert la boucle. Alors, attendez, je vous dis des bêtises. On a ouvert la boucle où? Non. Là, il y en a une. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Là, il y en a deux. Et là, on fait un, deux, trois. Ouais, donc c'est bien ça. Donc, en gros, ça fait quoi? Comment vous expliquer? On a une fonction RCE, vous verrez. En fait, l'appel à la fonction finale, on fait comme ça. Si je veux appeler la fonction backdoor, alors il faudra que je la définisse via ma classe, hein. Je ferai une classe backdoor. Et pour l'appeler, si vous voulez, en programmation, on fait ça, grosso modo. Et là, pourquoi il y a autant de parenthèses? Parce qu'on a ouvert déjà une parenthèse à base, on a ouvert une autre parenthèse à pickle, on a ouvert une autre parenthèse à RCE. Celles-là, bah, on les compte pas puisque ce sont celles-ci. Par contre, on voit qu'on en a ouvert trois. Donc, il faut en refermer trois. Et bah, c'est ce qu'on fait. Un, 2, 3. C'est pour ça que vous en avez bah, 1, 2, 3, 4. Là, on en a quoi? Une, 2, 3, 4. Ok? Ça, il faut que ça soit bien clair. Donc là, on a encodé en dur dans le code mon adresse IP et le port que je veux ouvrir, c'est quoi? Bah, c'est mon listener Net4 qui tourne sur le 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bon. Donc je vais l'enregistrer. CTRL O, CTRL X, CTRL O, entrée, CTRL X, je sors. Et là, bah, j'ai mon payload. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, c'est ce qu'on a fait. Là, il vous explique. Et maintenant, bah, on va exécuter le payload Python. Et qu'est-ce que ça va me donner? Bah, ça va me donner le payload bash encodé en quoi? En base 64. Donc je vous montrerai. Je vous montrerai même tout de suite. On va appeler Python 3. Donc là, on appelle l'interpréteur Python 3 et on lui demande quoi? Eh ben notre RCE. Voilà. Là, notre string. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc pour voir que c'est pas du pipeau. Je vais faire un cat sur RCE. Prendre ça. Euh, je vais prendre ça. Ça, c'est mon payload. Ok? Je le copie et je l'encode. Voilà quoi. J33 JTC9. Donc ça veut dire qu'il prend un peu plus de caractères que moi. Il doit tout encoder. Si je prends tout, on va voir.
string est beaucoup plus long. Je sais pas ce qu'il encode alors en fait. Parce que moi je commence par un B et je finis c'est ULG égale égale. Donc là c'est un mauvais exemple parce que je crois que c'est trop compliqué. Du coup, on n'a pas le même résultat. Mais vous voyez que vous pouvez tout à fait avec l'encodeur encoder et bah ça marchera aussi en fait, hein. C'est juste c'est une autre forme c'est toujours du base 64, mais je sais pas ce qu'il encode, il encode visiblement plus de trucs. Enfin, donc on a notre résultat qui est ici. Copier-coller tout ce qui se trouve entre les deux marqueurs de data. Dans mon cas, je vais copier-coller bah, GS tatati tatata jusqu'à l'espace. Ça peut entre les deux marques de discours. Donc en gros, entre les simples côtes. Donc moi, j'ai pris, c'est à partir de là et de là. Voilà. Sinon, ça marchera pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le coller dans le cookie, pardon, qui s'appelle encoded payload. Et on voit qu'on va modifier bah, la valeur. Il est où? Storage. Encoded payload. Je crois qu'il est là. Ouais, il est là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais lui dire, écoute, moi, je veux ça maintenant. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais entrer. On va prendre notre listener. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais lui demander de recharger la page. Voilà. En chargeant la page, le navigateur charge le payload. Et bah, maintenant, PWD, je suis sur le serveur. Donc, là, vous voyez que j'ai attaqué le serveur. À l'inverse, ne soyez pas dupe, le serveur peut vous attaquer. Il peut faire exactement ce que je viens de faire, mais dans l'autre sens. C'est vous qui consultez, il modifie vos cookies et il vous lance un backdoor. Donc vous voyez, hein, ça peut être à double tranchant, hein. C'est toujours en informatique ce que vous pouvez faire, quelqu'un d'autre peut vous le faire en retour, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est comme la méchanceté, la trahison avec les humains. Ok? Faites des saloperies aux gens, les gens peuvent vous faire des saloperies en retour. C'est ce que m'a appris la vie. Vous inquiétez pas. Tout se paye. Enfin, je m'égare. Donc, vous voyez que bah, là, maintenant, on accède à la machine. Là, ce qu'est tout ça. Alors, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a... Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Et on voit qu'on est cinématique, ouais, en effet. Donc, on a notre shell distant et il nous demande un flag. Donc, là, on va faire un requête déjà. Flag.txt. Je veux pas, donc on va faire un find, racine, étoile. Et je veux quoi? Je peux faire un paquet. Putain, je sais pas quoi. J'ai un dump, c'est dommage. Voilà, et alors, ça va pas être plus compliqué, je pense non plus que je vais aller dans le haut. Voilà, le flag il est là. J'ai pas besoin non plus de faire un flag. Ok, on a notre flag. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu le principe. Donc ça c'est fait.
on passe aux composants présentant des vulnérabilités. La partie introductive. Donc parfois, vous pouvez constater que la société ou l'entité que vous testez utilise un programme qui a déjà des vulnérabilités qui sont bien documentées. Par exemple, disons qu'une entreprise n'a pas mis à jour sa version de WordPress depuis quelques années, en utilisant un outil tel que VPS Scan, vous constaterez qu'il s'agit de la version 4.6. On peut faire des recherches rapides, voir si WordPress est vulnérable. Pour rappel, sous Linux, si vous avez SearchPod, vous faites SearchPod, tout simplement. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais pas chercher. Je tapais WordPress 4.6, voilà. Et il va me sortir toutes les vulnérabilités dans mon WordPress. Et je pourrais faire une RCE tout à fait, voilà, sur la 4.6. J'ai même un script shell, bash, qui m'exécute la RCE. Donc ça, ou aller en ligne pour rechercher sur ExploitDB. SearchDB, c'est ExploitDB en local. Il se met à jour et vous avez toutes les dernières vulnérabilités. Ça fait gagner un temps fou. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Là, on a trouvé, par exemple, une RCE, hein, exécution de code arbitraire à distance. Donc là, on poune le système en 2-2. Comme vous pouvez le voir, ça serait assez dévastateur car cela nécessite très peu de travail de la part de l'attaquant, puisque la vulnérabilité est publique. Donc si elle est publique, elle est déjà connue. Quelqu'un d'autre a fait un exploit pour la vulnérabilité. C'est le cas, je vois que j'ai un paquet d'exploits. Ces exploits, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est d'autres gens. Ok. La situation devient encore pire lorsque vous réalisez que c'est vraiment assez facile que cela se produise. Si une entreprise manque une seule mise à jour pour un programme qu'elle utilise, elle pourrait être vulnérable à un certain nombre d'attaques. Donc, plus vous développez votre surface d'attaque, vous avez des briques, vous avez des couches applicatives, des frameworks, et plus, eux aussi auront besoin de mise à jour. Et vous voyez que plus un système est complexe, ça c'est une règle en cybersécurité, plus un système est complexe, plus ça devient un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire plus le système est complexe, plus la surface d'attaque sera conséquente, plus il y a de chances que ça soit facile de pirater le système. À l'inverse, plus le système est simple, moins il y aura de surface d'attaque, moins ça sera facile de pirater le système. Et comme les grosses entreprises, les multinationales, elles ont la folie des grandeurs, la grandeur des folies, comme dirait l'autre, eh ben, forcément, vous allez trouver des portes. Vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est qu'une question de temps, de moyens, de technique. Donc, par conséquent, pourquoi l'OWASP a attribué la note 3, qui signifie élevé sur cette échelle de prévalence? Eh ben, c'est qu'il est incroyablement facile pour une entreprise de manquer une mise à jour pour une application. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des politiques très sérieuses en termes de sécurité, de mise à jour. Et à la limite, il doit y avoir des équipes dédiées, en plus des administrateurs système classiques, qui s'occupent de combler les trous de la passoire. La passoire, elle peut s'appeler Linux, elle peut s'appeler Framework, elle peut s'appeler Windows. Donc là, voilà, ça c'est à savoir. Maintenant, on va voir les exploits. On va exploiter une machine et on va voir quelles sont les différentes étapes. Donc, c'est une étape séquentielle. On va passer d'étape en étape jusqu'à parvenir à nos fins. Ok? Donc, on va voir la séquence d'événements. Comme on dit quand on fait de l'analyse forensique après. Lors d'une cyberattaque, les équipes de défense vont essayer de comprendre ce qui s'est passé à chaque instant T et voir un petit peu se mettre, rentrer dans la tête de l'attaquant et voir par quels moyens, par quelle faille il a réussi à pénétrer le système d'information. Ok? Donc, puisqu'il s'agit de vulnérabilités connues, la plupart du travail a été déjà fait. Pour nous, c'est un avantage. On va gagner du temps. On n'a pas à coder nous-mêmes l'exploit. Notre travail principal est de trouver les informations du logiciel et de rechercher jusqu'à ce que nous puissions trouver un exploit qui va être fonctionnel et qui va nous permettre de prendre le contrôle, là en l'occurrence, sur ce type d'application web qui s'appelle Nostromo. Donc, déjà, vous voyez que premier défaut, vous arrivez sur la page, on vous donne la version. Alors c'est très bien, mais pour un attaquant, déjà, c'est une grosse information. Il sait qu'il va se focaliser sur la 1.9.6, pas sur la 1.9.4, ni sur la 1.9.5,
et sur le 1.9.7. Vous voyez où je veux en venir. Et très souvent, la logique implique que si la 1.9.6 a une faille, toutes les versions 1.9.4, 1.9.5, 1.9.3 auront généralement cette faille qui ne sera pas comblée. Donc c'est ce qu'on appelle il y a une certaine rétrocompatibilité au niveau de l'attaque. C'est-à-dire que jusqu'à la 1.9.6, eh ben, la faille fonctionnera. Après, à la 1.9.7, généralement, elle a été corrigée. Si vous montez au-dessus, jusqu'à la 2.0 et j'en passe les meilleurs, eh ben, là, la faille ne fonctionnera plus. Donc si ça marche pour une version, ça marche pour toutes les versions en dessous, généralement. Mais à 99% du temps et de mon expérience, je peux vous dire que c'est vrai. Donc là, on se focalise sur la 1.9.6. On a deux informations pertinentes. On a le nom de l'application et on a le numéro de version. Donc on peut aller sur WebExploit, mais franchement, moi, site, je l'aime. Je sais pas que je l'aime pas, c'est que je préfère utiliser Searchplot. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, l'application DB est incroyablement utile pour tout ce qui est débutant, oui, parce qu'il est préférable de se familiariser avec elle. Donc, je vais quand même vous la montrer. On récupère nos deux informations. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le premier truc que vous faites un search. Ok? Ce qui est un peu logique. Là, on voit, donc vous basez pas sur les certifications. Tout le temps, ils essayent de vous vendre les formations au SCP. Donc moi, c'est ça que je vais préparer. Je vais toutes les faire en fait. Je vais à terme, je compte faire toutes seules. Donc ça va prendre de l'argent et du temps, mais c'est un peu le but dans ma vie. Voilà, maintenant vous connaissez ma vie. Donc Nostromo, RCE, parfait. C'est d'ailleurs celle que je vous ai montrée. C'est exactement celle-là. Ah bah non, on était sur les WordPress. Ouais. Excusez-moi, je dis des bêtises. Donc on a quoi? Bah, une brève explication. On sait que c'est un programme Pi, c'est du Python. Où c'est qui nous le dit? Bah, ça a été testé sur Debian, on voit que c'est du Python. Hein. Là, on a le prologue Python, ça commence tout le temps comme ça. On a le code source, et on va voir un petit peu ce que fait le code source. Vous voyez, c'est pas très long, mais ça permet d'exploiter la faille, hein, quand même. Et donc, c'est un programme Pi, on sait que c'est du Python. Hein. Toutes les extensions Pi, c'est du Python. Et on va se servir de deux librairies. On va importer la librairie système et socket. Socket, ça va nous permettre d'ouvrir soit un web socket, soit un socket tout court. En gros, qu'est-ce que fait le socket? C'est pas une chaussette. Ça permet d'établir une connexion entre un ordinateur et un autre au niveau du réseau, de la couche réseau. Donc soit en bas niveau, soit aussi applicatif. Donc haut niveau d'abstraction, bas niveau d'abstraction. Rappelez-vous de ça. Donc on a l'auteur, ce que c'est une remote RCE, donc oui, code exécution de code distant, et on peut télécharger ensuite le fichier sans problème. Hum, Voilà, là on peut le télécharger. Là je vais vous montrer deux moyens. Voilà, j'ai le script Python, je vais le sauvegarder, ça télécharge. Ou qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire exactement la même chose. En ligne, avec SearchBot, comme je vous montrer. Donc je recommence, je clean. Je veux quoi? Je veux pas SearchBot. Cette fois-ci, je veux requêter sur cette chaîne de caractères. Voilà. Et vous voyez que si vous maintenez à jour votre euh, Linux, eh ben, ouais, j'ai exactement les mêmes informations. La fraîcheur est pareil. Hein. Donc là, moi aussi, je l'ai déjà. Il est présent dans le multiple remote 47, 37. Donc moi, ce que je fais, si vous faites ça, ça va pas marcher. Je vous montrer. Ça aussi, faut apprendre, faut à jongler avec les find et les locate. Si je fais CD ça, ah, il me dit, je sais pas où c'est ça, Coco. Je vais faire un locate là-dessus. Pardon. Voilà. Et là, vous avez le chemin absolu. Et là, avec le chemin absolu, eh ben, hop, vous avez votre payload. Donc là, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre celui qui est dans le téléchargement. Excusez-moi.
arriver. Voilà. Et il est là. Donc, oui, je vais le déplacer, je vais le mettre hop, dans le répertoire home. Et je veux déplacer quoi, pardon? Le 47. Puis, il est là, je vais faire un 4, et on va voir exactement le code source qu'on a vu tout à l'heure avec l'ASCII art. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, je vous ai montré deux façons. Soit Searchpad, soit on va dans ExploitDB. Ok? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a d'autres sites, mais commencez à vous familiariser avec ExploitDB, et ça porte bien son nom. DB, c'est database, base de données, des exploits. Tous les exploits publics au monde sont ici. Vous voyez, il n'y a rien de secret, hein. Donc, on voit qu'on a un script d'exploitation. Ok, bah oui, c'est cool, parce que on peut le télécharger, l'exécuter, tout simplement. Donc il y a une première règle, c'est que bah ouais, vous utilisez un script d'un autre, et ben on voit qu'il y a des problèmes. Là, on a un problème de variable, name error, où ça nous dit bah écoute, ça là, moi je sais pas ce que c'est, grosso modo, elle n'a pas été définie. Ça aide à comprendre le langage de programmation, c'est pour ça qu'il faut avoir de sérieuses bases, comprendre le scripting, voir ce qu'il fait, et donc en faisant ça, corrigeant les bugs, troubleshooting, apporter des modifications, euh, bah ça déjà ça pousse à faire de l'ingénierie inverse, de pas être un simple script qui dit, et volontairement en fait, les gens introduisent des erreurs de script pour que bah, pas tous les petits couillons d'internet téléchargent et piratent les machines. Ça demande des compétences. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que si vous pensez utiliser bêtement comme un script qui dit tout ce que vous avez sur internet, ça ne va pas marcher. Et heureusement. C'est parce que les informaticiens sont pas des couillons, ils savent qu'il y a plein de petits cons qui sont sur internet, qui veulent faire des saloperies. Et je vous ai dit, ça c'est pas l'éthique du hacker. Un hacker il fait pas ça. Ça c'est les crackers qui font ça. Et bah voilà, si vous n'avez pas les petites compétences pour débugger, bah ouais, ça va pas marcher. Donc on va l'exécuter, on va voir. Là déjà, vous voyez que ça marche pas. Bah normal, il faut l'appeler. Donc je vais le tester en Python. Je vais tester les deux versions, Python 1, Python 3. Ok, donc on a bien la même erreur. Je vais essayer avec du 3. Ok, donc erreur ligne 10. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut commenter. Comment on commente? C'est le premier truc que vous apprendrez à faire en Python. Eh ben, on va déjà modifier le code source. Comment je le modifie? Bah, je vais faire sudo nano plus le nom de mon fichier. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Bah là, en effet, ça fait un appel par un programme Pi, mais pas ça. Faites proprement pour vous apprendre. Hop, voilà. Là, c'est commenté. Dès que vous mettez un dièse, ça commente. Vous voyez que ça passe en rouge. Ce qui est en rouge est du commentaire. Donc, c'est pas interprété par le langage, l'interpréteur Python. L'interpréteur Python, il comprend là, à partir de bah, la 12e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 13e ligne, il commence à interpréter. On lui demande deux opérations, il va importer les librairies. Ensuite, il affiche l'ASCII art, et ensuite on passe vraiment au langage de programmation. Et là, il nous met un help menu qu'on peut afficher avec, je pense, le tiret help. Et ben, il nous dit l'usage, bah, tu mets le nom du script. Donc là, c'est un peu faux parce qu'en fait, il s'appelle 47 837. On peut le modifier, c'est pas un problème. On peut le modifier en temps réel et corriger les erreurs, hein. Tout le monde fait des erreurs.
Donc là, bah, on va taper quoi? Le nom du script, l'adresse IP, le port et la commande qu'on veut. Ok. Et après, bah, vous voyez que via un socket, il va faire une boucle, il va ouvrir une connexion, euh, il va exploiter la CVE, donc la faille en fait. On voit qu'on récupère bah, les trois variables target, port, CMD. Target, port, CMD, c'est comment? Et on va ouvrir un socket, on va exécuter un payload. Vous voyez que c'est une requête en post. Et on voit que le code là est offusqué. Là, il est encodé en base 64 pour permettre de faire. Bah là, c'est une technique d'échappement, d'offuscation. Vous voyez qu'on va échapper le code et on voit bien là, on voit tout de suite de 1, on sait que là il est en train de faire un payload en fait en reverse shell bin bash et que le payload bah, il est encodé pour contourner les systèmes de protection en fait du serveur. Et après bah, on a la fonction main, ça va afficher l'ASCII art qu'on a vu au début, ça va prendre bah, les trois arguments via un try, on a nos trois variables, ça attend des arguments au niveau système. Et vous avez vu que tout en haut, qu'est-ce qu'on a fait? On a importé quoi? Pour que ça marche, on a importé la librairie 6. 6 qui nous permet de système. La librairie socket qui nous permet d'ouvrir une connexion reverse TCP via le payload grâce à ces deux librairies en fait, hein. Donc ensuite on fait un accept, index error et on print soit le help menu si jamais bah là la target au lieu de mettre une adresse IP vous rentrez Tata, le port vous mettez Titi et la commande vous mettez Toto, bah là il va passer dans la boucle accept, il va vous dire Coco vérifie ce que tu m'as mis. Là je veux quoi? Je veux une adresse IP, là je veux un port TCP et là je veux une commande, que tu me donnes ta commande. Et sinon, bah, c'est valide. Et donc, il passe tout en 6 arg et il fait l'opération. Il exécute le payload. Et là, c'est défini ici. On définit une classe qui s'appelle CVO. Et on utilise une méthode pour prendre le contrôle de la machine. Donc là, il y a des boucles de programmation. On va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il faut vraiment connaître la programmation parce que, vous voyez là, moi j'arrive à lire le code source parce que j'ai quelques années d'expérience. Au début, c'était du chinois, hein, et je savais pas qui fait quoi. Mais maintenant, je me rends compte que avoir des connaissances en programmation, ça m'a changé la vie en fait, hein. Je vois Internet, je vois l'utilisation des programmes euh, d'un autre œil. Maintenant, je peux regarder les entrailles, je peux faire de la relecture de code, je peux modifier du code, améliorer des outils, je peux vérifier ce que fait le code, parce que je veux m'assurer que quand j'exécute un programme, eh ben, il pirate pas mon ordinateur. Il fait bien ce que l'auteur nous promet que son outil est censé faire. Donc vous voyez que là, vous passez dans la cour des grands. Mais c'est vraiment intéressant et ça vous servira toute votre vie. Et plus vous allez bouffer du code, plus vous coderez facilement, plus en tout cas vous aurez une facilité à comprendre qui fait quoi en fait, hein. Surtout que là, c'est du code, je veux dire, toutes les variables, elles parlent. Après, on peut faire de l'offuscation de code, hein. Pour empêcher la relecture et l'ingénierie inverse, eh ben, on va offusquer son code. Au lieu d'appeler la variable CVE, je vais l'appeler justement la variable data. Je vais faire des alias. Au lieu d'utiliser target, je vais l'appeler Janine. Le port, je vais l'appeler Robert. Et CMD, je vais l'appeler Macron par exemple. Et en fait, Macron, ça pointe vers, c'est un alias, c'est déclaration des variables. Et en déclarant des variables, des fausses variables, eh ben, on appelle les vraies variables, mais avec des noms qui n'ont plus rien à voir. Donc vous allez avoir un code source, mais qui est de dingue, hein. Il y aura écrit tante Janine, papa, maman, Robert égale pigeon, pigeon, parenthèse, et j'exagère à peine. Vous pouvez vraiment offusquer et que ça soit à la fois comique, mais en même temps que le gars, pour relire votre code source et qu'il comprenne ce que ça fait, eh ben il va galérer. Il va galérer parce qu'il va falloir comprendre que pigeon, ça veut dire socket, que dans Janine, ça veut c'est target, que Robert, c'est port, que Macron, c'est CMD, et j'en passe, c'est des meilleurs. Vous avez compris où je veux en venir. Comme on peut offusquer du code, contourner
des antivirus, des systèmes de protection sur un serveur, on peut offusquer notre code à l'intérieur de notre code source pour tromper, pour berner, pour manipuler, pour intoxiquer l'être humain qui va venir analyser notre code. Je peux l'écrire en chinois, je vais me faire passer pour un chinois. Je peux l'écrire en anglais, je peux l'écrire en français, je peux l'écrire en italien. On va croire que c'est des hackers italiens. Pas du tout. C'est des Français qui ont mis toute leur code source en italien. Vous voyez comment on peut tromper? C'est ce que font les agences de renseignement. Ça permet de camoufler l'attaque et de faire semblant que c'est des hackers chinois, alors que en fait c'est des gars de la NSA. Je dis ça, je dis rien. Et vice versa. Donc voilà un peu le principe. Donc on va voir, on va l'exécuter et on va voir s'il marche, hein, tout simplement. Donc on a corrigé l'erreur et boum, on va voir si on a notre RCE. Donc je veux voir la machine à attaquer, je pense que c'est la même. Ça n'a pas dû bouger. Ouais, je pense que c'est la même. Donc on va prendre l'adresse IP. Donc ça a ouvert. Python son pied et lui l'a ouvert sur le port 80 parce que ouais bah notre serveur il est sur le port 80, ce qui est un petit peu logique. Donc c'est parti. Laisse. Python 3, j'appelle l'interpréteur. Premier truc que vous devez faire quand vous utilisez du Python, soit Python 1, soit Python 2, soit Python 3. Enfin, généralement c'est soit du 1, soit du 3, quoi. Le 2 on l'utilise quasiment pas. Ça dépend en fait des projets. Et bien sûr, vous utiliserez l'interpréteur. Si le projet a été codé avec du Python 3, eh ben, il faudra utiliser du Python 3. Si c'est du Python 1, ça sera du Python 1. Si c'est du Python 2, 2.7, 2.5, il faudra utiliser. Et pour changer, eh ben, vous pouvez, voilà, 2.7, là, je suis en version 2.7. Euh, bon, il n'y a pas toutes les versions qui sont indiquées. Quand c'est en rouge, c'est qu'il n'y a pas. Mais on a les versions majeures. Les versions majeures, c'est la 2.7 pour la 2, la 1, bah, c'est la 1.0, hein, je crois que ça a jamais évolué. Ouais. Et pour la 3, bah, vous avez la 3, vous avez aussi la 3.5, la 3.8. Non, il la prend pas. 3.7, 3.9, voilà, c'est la dernière version. Donc en fait, quand vous faites 3, bah, ça exécute la 3.9. Ouais. Donc là, point, slash. Pourquoi? Pour lui faire comprendre que j'utilise dans le répertoire courant mon fichier. Sinon, bah, sinon ça marche pas. Ah, ça marche pas. Et pourtant, là, j'ai modifié, qu'est-ce qu'il me fait? Bah, si, ça marche, en fait. Ouais, et prenez l'habitude de faire comme je vous dis, parce que des fois, ça vous réglera des problèmes. Ah, mais j'ai pas sauvegardé, en fait. Je suis juste un âne. Voilà, là, ça va marcher mieux. Donc là, je peux l'exécuter aussi, apparemment, voilà. Et donc là, on a notre help, vous voyez, on l'a corrigé. Et il nous dit, bah écoute, ok, mais il nous faut une adresse et une commande. Donc, bah, l'adresse. Donc, il a rentré quoi comme quoi? Parce qu'il me dit pas la commande. Il a fait quoi? ID, c'est tout? Ok. Donc ça, c'est l'adresse IP. Ensuite, espace, on veut le port 80. On attaque un serveur web. Et apparemment, il a fait ID. Byte-like object is regard not string. Donc il veut pas des chaînes de caractères, il veut des byte-like.
Donc là, donc on voit que le script il fonctionne, sauf que bah on n'a pas un serveur, là en l'occurrence, je pense pas que le serveur qui nous avait monté, ça soit un serveur qu'on puisse attaquer avec ce payload. Mais ça vous montre un petit peu, c'est un exemple, bien entendu. Sinon, il nous aurait demandé d'attaquer le serveur. Mais là, vous voyez donc tout ce que je vous ai dit, on récupère le programme et boum, on a notre RCE. Maintenant, il est important de noter que la plupart des scripts que vous diront simplement quel argument vous devez fournir. Les développeurs d'Extra vous feront rarement lire potentiellement des centaines de lignes de code juste pour comprendre comment utiliser le script. Donc il est important de savoir lire le code. Il est intéressant de noter ce que ce n'est peut-être pas toujours aussi simple. Parfois vous recevrez simplement un numéro de version dans ce cas, mais d'autres fois vous devrez peut-être fouiller dans la source HTML ou même deviner un exploit. Donc le script, c'est de manière réaliste comprendre en fait la vulnérabilité qui est connue et savoir comment l'exploiter en fait. Donc c'est ce que je vous disais, ça demande de connaître un petit peu la version exécutée, comprendre un petit peu le code pour comprendre comment la personne l'a exploité. Après, si vous êtes malin, vous pouvez nouer un contact avec la personne qui a écrit l'auteur, si vous arrivez à trouver une adresse mail, et lui demander plus d'explications sur son exploit. Mais bon, à l'inverse, on peut aussi vous dire, bah écoute, en gros, t'as pas les compétences en informatique, va te faire voir, t'as qu'à trouver par toi-même. Et très souvent, c'est plutôt cette réponse que vous aurez. Parce que vous verrez qu'en cybersécurité, malheureusement, autant il y a un esprit de groupe en tant que hacker, autant en cybersécurité, c'est le troll qui domine et l'ego. Et la plupart des gens ont un ego démesuré, et plutôt qu'apprendre aux gens, bah, ils vont essayer de leur pourrir leur travail ou de se moquer, de troller la personne, parce qu'elle n'a pas les compétences nécessaires. Donc ça, c'est une mentalité qui me rebute un peu. Mais bon, faut savoir bosser aussi avec des connards qui sont très intelligents en demeurant. Mais tout le monde ne vous fera pas des cadeaux, quoi. Comme je vous dis, c'est pas... Regardez la plupart des chaînes francophones, hein, je dis pas ça pour moi. Mais vous verrez que les gars, ils ont des milliers de vues, mais ils font quoi? Des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, et ils prétendent vous apprendre des choses.
Il y en a très peu qui font des vidéos comme moi d'une heure, 2 heures, qui prennent le temps d'aider les autres, de discuter. Il y en a, hein, mais on est une infime minorité. Tout le reste, c'est du swag, quoi. C'est pour inf- faire un peu l'influenceur, faire style je suis un hacker, je bosse dans la cybersécurité. Alors que, voilà, quoi, c'est du crack, c'est du vent, c'est du mytho. Mais enfin, en même temps, YouTube, c'est du mytho, quoi. La plupart des gens, ils ont des chaînes, enfin voilà, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, maintenant on va voir les composants présentant des vulnérabilités connues. On va se faire un lab et on va mettre en pratique tout ce qu'on a pu acquérir, je pense. En l'occurrence là, il y a une application. Excusez-moi, je vais couper la machine pour lancer l'autre. Donc il y a une application qui est faillible avec une vulnérabilité et on va voir comment on peut l'exploiter via, bah, encore une fois, tout ce qu'on a en ligne. On trouvera peut-être un script d'exploitation et on verra un peu comment l'exploiter.